Le millionnaire arriva tôt à la maison et vit ce que son épouse faisait à l'employé devant ses enfants. Antoine ouvrit la porte de sa maison et le cri de sa femme le figea. Ce n'était pas un cri de peur, ni un cri d'urgence. C'était le genre de cri qu'on utilise quand on se sent depuis longtemps le droit de parler ainsi à quelqu'un d'autre. Ce ton qui ne cherche plus à convaincre, mais à détruire. Ce volume qui n'a pas besoin de raison, car la raison n'a jamais été le point. Tu n'es qu'une traînée qui se croit indispensable, une bonne à rien qui ne sait même pas quelle est sa place. Antoine ne bougea pas. Sa main était encore sur la poignée de porte, sa veste accrochée à son bras, sa cravate à peine desserrée, après être parti plus tôt du travail pour la première fois depuis des mois. La réunion avec l'architecte de Gand avait été annulée à la dernière minute, et il avait pensé en rentrant chez lui par le ring de Bruxelles, raclement de gorge, qu'il allait surprendre les enfants, qu'il arriverait avant qu'ils ne dînent, qu'il ferait quelque chose de différent ce mardi. Il ne s'attendait pas à ça. Du seuil du couloir, sans que personne ne l'ait vu entrer, il observa la scène devant lui et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne sut nommer à ce moment-là, mais qu'après, dans le silence de la nuit, il reconnaîtrait comme de la honte. Charlotte était plantée au centre du hall en marbre blanc, les bras croisés et l'index pointé directement sur le visage d'Annelise. Elle portait la robe bleue qu'elle utilisait pour les réunions du club, les boucles d'oreilles en argent qu'il lui avait offertes pour leur anniversaire, les talons qui faisaient un bruit sec et définitif chaque fois qu'elle marchait sur ce même marbre qu'Annelise polissait chaque matin à genoux. Charlotte était parfaite. Charlotte était toujours parfaite. Annelise, en revanche, était debout devant elle sans bouger. Dans son uniforme gris de tous les jours, les cheveux attachés avec un élastique de ceux qu'on vend au marché, les mains jointes devant le corps. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, ne se défendait pas. Elle était juste là, endurant avec cette manière de rester immobile qu'Antoine n'avait jamais remarqué auparavant et qui, à ce moment-là, lui parut, sans qu'il puisse expliquer pourquoi, l'image la plus digne qu'il ait vue depuis longtemps. Mais ce ne furent ni Charlotte ni Annelise qui firent qu'Antoine lâcha sa veste sans s'en rendre compte. Ce furent les enfants. Basile et Louis étaient collés aux jambes d'Annelise, un de chaque côté, agrippés au tissu de son uniforme avec leurs petites mains serrées. Basile, qui avait 6 ans et essayait toujours de paraître plus âgé, regardait sa maman avec de grands yeux et les lèvres serrées, comme s'il utilisait toute sa concentration pour ne faire aucun bruit. Louis, 5 ans, le visage enfoui dans le côté d'Annelise, pleurait en silence de ce pleur qui fait plus mal que celui qu'on entend. Celui qu'on devine juste par le tremblement des épaules. Annelise avait une main posée sur la tête de Louis, douce, ferme, comme si la seule chose qui lui importait à ce moment-là était qu'il sente qu'elle était toujours là. Charlotte continua à parler. Antoine n'écoutait plus les mots. Il ne voyait que cela, ses enfants pleurant, agrippés à l'employé dans sa propre maison, dans le couloir de marbre qu'il avait choisi avec tant de fierté sur le catalogue il y a 4 ans, et Annelise les tenant sans les lâcher, et sa femme sans même les regarder. Il recula d'un pas, puis d'un autre, sortit par où il était entré, referma la porte sans bruit, et resta debout dans le jardin, sa veste à la main, et le cœur battant plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il n'était pas entré, personne ne l'avait vu, mais lui avait tout vu. Et ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette image, ces 2 enfants agrippés à une femme qui n'était pas leur mère, tandis que leur mère leur criait dessus sans les voir, serait la dernière chose qui lui traverserait l'esprit avant de s'endormir cette nuit-là. Et la nuit suivante, et celle d'après. Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. Il resta allongé sur le côté droit du lit, dans l'obscurité, les yeux ouverts et le plafond blanc au-dessus de lui, tandis que Charlotte dormait avec cette tranquillité de ceux qui sont complètement sûrs de n'avoir rien fait de mal. Il écoutait sa respiration régulière et pensait aux enfants, aux mains de Louis serrées sur l'uniforme d'Annelise, aux yeux de Basile essayant de ne pas pleurer. À 3 heures du matin, il se leva, descendit à la cuisine et resta debout devant le comptoir en marbre, sans allumer la lumière. Le même comptoir qu'Annelise nettoyait chaque matin avant qu'il ne prenne son petit déjeuner. La même cuisine où elle préparait le lunch des enfants quand Charlotte dormait tard. Le même sol qu'elle lavait à genoux les mardis et les vendredis. Elle travaillait dans cette maison depuis 3 ans. 3 ans. Et Antoine ne savait presque rien d'elle. Le lendemain, il arriva au petit déjeuner plus tôt que d'habitude. Charlotte était déjà partie à son cours de yoga et la maison avait ce silence des matins calmes qui lui avait toujours semblé normal et qui maintenant se sentait différent, comme si le silence avait une autre texture. Annelise était dans la cuisine, préparant les œufs des enfants,
lui tournant le dos, sans savoir qu'elle n'était plus seule. « Bonjour », dit Antoine. Elle se retourna brusquement, surprise, la spatule à la main. « Bonjour, monsieur, je ne vous ai pas entendu arriver. » Et aussitôt, elle se retourna vers la cuisinière. Car c'était ce qu'elle faisait toujours, voir le moins possible, occuper le moins d'espace possible, se rendre invisible pour que personne n'ait de raison de s'énerver contre elle. Antoine s'assit sur l'un des tabourets du comptoir, ne prit pas le journal, ne sortit pas son téléphone, resta juste là à la regarder. « Annelise », dit-il après un moment. Elle ne bougea pas, mais ses épaules se tendirent à peine. « Basile et Louis, ils vont bien ?» Il y eut une petite pause. « Oui, monsieur, ils s'habillent déjà. » Et cette fois, elle se retourna. Elle le regarda avec cette expression qu'ont les gens qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur pose cette question. Un mélange de perplexité et de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à la précaution de celui qui sait que la bonté a parfois un prix. « Bien, monsieur, merci. » Antoine hocha la tête lentement. Ce n'était pas le moment. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il voulait lui demander, ni comment le faire sans que cela sonne comme une accusation ou de la pitié. Alors il attendit, et en attendant, il commença à observer des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Il remarqua qu'Annelise servait le petit déjeuner des enfants en premier, toujours avant de penser à elle-même, que lorsque Basile renversa le jus d'orange sur la table, elle nettoya sans rien dire, sans un geste d'impatience, avec ce calme de celle qui a appris à ne pas réagir, que Louis, en descendant les escaliers encore endormi, alla directement vers elle avant tout le monde, et qu'elle lui arrangea le col de la chemise avec ses pouces doucement, murmurant, quelque chose qu'Antoine n'atteignit pas à entendre, mais qui fit que l'enfant ferma les yeux une seconde, tranquille, comme si ce petit geste était suffisant pour bien commencer la journée. 3 ans. Combien de matins s'étaient ainsi déroulés pendant qu'il partait, avant que les enfants ne prennent leur petit déjeuner. Cet après-midi-là, lorsque les enfants revinrent de l'école et qu'Annelise alla les chercher, Antoine appela la directrice de l'école primaire. Il parla 5 minutes. Ce qu'il entendit lui serra la poitrine d'une manière qu'il eut du mal à dissimuler après avoir raccroché. La maîtresse de Basile avait demandé une réunion avec les parents 2 fois ce semestre. Aucun des deux n'y était allé. Annelise y avait assisté à leur place les 2 fois et avait pris des notes dans un petit carnet qu'elle gardait dans son sac pour les raconter ensuite aux enfants sur le chemin du retour. La directrice le mentionna presque en passant, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Pour elle, après 3 ans, ça l'était. Antoine, raclement de gorge, raccrocha le téléphone et resta silencieux dans son bureau, le regard fixé sur le bureau en acajou, qui coûtait plus que le salaire annuel d'Annelise. Ce qu'il découvrit dans les jours suivants, il le construisit petit à petit, comme quelqu'un qui assemble un puzzle sans le vouloir, trouvant les pièces dans des endroits qui avaient toujours été là. Il parla à Basile un mercredi après-midi, pendant que l'enfant faisait ses devoirs sur la table de la salle à manger. Il lui demanda comment il allait, comment se passait l'école, ce qui s'était passé aujourd'hui. Basile répondit par monosyllabe au début, avec cette douce méfiance des enfants qui ne sont pas habitués à ce que papa rentre tôt. Mais Antoine insista doucement, sans se presser, et après un moment, Basile posa son crayon et le regarda avec un sérieux qui ne correspondait pas à ses 6 ans. « Papa, maman va renvoyer Mimou. » Antoine sentit quelque chose bouger en lui. « Pourquoi me demandes-tu ça ?» Basile haussa les épaules, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens, parce qu'elle lui crie toujours dessus quand tu n'es pas là. Toujours. Il fit une pause. Louis ne veut plus que l'après-midi arrive. Pourquoi pas? Parce que l'après-midi, tu n'es pas là et maman est de mauvaise humeur. Il le dit sans dramatisation, avec la brutalité naturelle des enfants qui décrivent leur réalité, sans savoir encore que cette réalité ne devrait pas être ainsi. Antoine hocha la tête lentement pour que Basile ne voie pas ce que ces mots lui faisaient à l'intérieur. Cette nuit-là, après que les enfants eurent dormi, il resta assis sur le canapé du salon pendant près d'1 heure, sans allumer la télévision. Toujours. L'enfant avait dit toujours, ce n'était pas un incident, c'était une routine. Il parla à Madame Dubois, qui travaillait depuis 4 ans chez les voisins du fond, et qui connaissait Annelise pour l'avoir passée chaque matin à 6h45 d'un pas rapide depuis l'arrêt du bus. Antoine la trouva en train de balayer le trottoir un matin, et lui demanda sans détour si elle savait quelque chose d'Annelise. Madame Dubois le regarda un instant en l'évaluant puis parla. Elle lui raconta qu'Annelise vivait dans un quartier populaire de Bruxelles avec sa fille de 4 ans et sa mère malade, qu'elle prenait 2 bus pour arriver. D'abord le 204 jusqu'à l'avenue du Technologique, puis le 72 jusqu'à une rue en hauteur, et que le trajet lui prenait 1 heure et 20 minutes dans le meilleur des cas,
qu'elle quittait sa maison à 5h30 du matin pour arriver à l'heure, qu'elle rentrait entre 19 et 20 selon les embouteillages. Elle récupérait sa fille, où elle était gardée par la grand-mère malade, et commençait à nouveau sa deuxième journée, celle de sa propre maison, de sa propre fille, de sa propre vie, qui n'avait rien de simple ni de facile. La petite s'appelle Sophia, dit Madame Dubois. Elle a les mêmes yeux que sa maman. Annelise a toujours une photo dans son sac. Une fois, elle est tombée ici devant, et je l'ai vue. Antoine ne dit rien. C'est une bonne femme, ajouta Madame Dubois avant de continuer à balayer, de celles qu'on ne trouve plus beaucoup. Cet après-midi-là, Antoine arriva à son bureau à Uclé, ferma la porte et demanda à son assistante de ne pas lui passer d'appel pendant 20 minutes. Il s'assit devant la fenêtre qui donnait sur le skyline de Bruxelles, ce skyline qu'il avait lui-même contribué à construire avec ses projets de développement, et pensa à Annelise quittant sa maison à 5h du matin dans l'obscurité du quartier populaire, avec le froid de janvier qui lui frappait le visage, marchant pressé vers l'arrêt de bus pour arriver à l'heure nettoyer ses sols en marbre. Il pensa à tous les matins où il s'était levé à sept, avait pris le petit déjeuner qu'elle avait préparé, avait pris les clés de la voiture de fonction blindée sur le crochet près de la porte, et était parti sans la regarder. Il pensa aux 3 ans pendant lesquels Charlotte lui avait crié dessus pendant qu'il n'était pas là. Il pensa à Louis, qui ne voulait plus que l'après-midi arrive, et ressentit quelque chose qui n'était pas exactement de la culpabilité, même si cela y ressemblait beaucoup. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à se regarder dans un miroir qu'on n'avait jamais voulu regarder de face, et ne plus pouvoir détourner le regard. Il n'avait pas crié, il n'avait humilié personne, il avait simplement été absent, et avait laissé son absence être l'espace où tout le reste trouvait sa place. C'est ce qu'il découvrit cet après-midi-là, devant le skyline de sa ville. C'était aussi une façon de le faire. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Annelise était déjà en train de partir. Elle était dans le couloir d'entrée, son sac à la main, le même sac en toile noire usée qu'elle portait tous les jours, attendant le VTC qu'elle payait elle-même de son salaire, car le dernier bus passait à 20. Et parfois Charlotte la retenait jusqu'à 20 avec des tâches de dernière minute. Antoine la vit et s'arrêta. Annelise, elle le regarda avec sa prudence habituelle. « Monsieur ». Il chercha les mots justes et ne les trouva pas, alors il dit les seuls qu'il avait. « Demain, arrivé à 8. Pas à 7. Arrivé à 8. » Annelise le regarda sans comprendre. « Arrivé plus tard », répéta-t-il à voix basse. « Reposez-vous un peu. » Elle hocha la tête lentement sans rien dire et sortit par la porte. Antoine resta dans le couloir vide, écoutant le bruit du VTC s'éloigner, et sut qu'une heure de sommeil ne suffisait pas, qu'un horaire modifié ne suffisait pas, que ce qu'il avait vu le mardi précédent et ce qu'il avait compris les jours suivants exigeait plus que de petits gestes. Cela exigeait une décision, et la décision était déjà prise. Il lui fallait juste trouver le moment de la dire à voix haute. Le lendemain, Antoine arriva à la maison avant midi. Charlotte n'était pas là. Elle était partie tôt, comme presque tous les jeudis, à sa réunion de femmes du club à Lasne, celle qui durait jusqu'à 15h et d'où elle revenait toujours avec une humeur plus élevée et une tolérance plus basse. Les enfants étaient à l'école, la maison était calme. Antoine trouva Annelise dans la buanderie en train de plier du linge avec cette efficacité silencieuse qu'elle avait pour tout, sans musique, sans téléphone, sans rien d'autre que le travail qui lui incombait. Quand elle entendit ses pas, elle se tendit à peine, la même réaction que toujours, cette précaution automatique de celle qui a appris que la présence de quelqu'un peut signifier n'importe quoi. « Annelise, j'ai besoin de vous parler. » Elle lâcha la chemise qu'elle tenait dans les mains et se retourna lentement. « Oui, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Annelise regarda la chaise près de la machine à laver, comme si s'asseoir en présence du patron était quelque chose qui nécessitait une permission explicite. Elle s'assit sur le bord avec le dos droit et les mains jointes sur les genoux, prête à recevoir n'importe quoi. Antoine resta debout devant elle. Il avait répété cela dans la voiture en rentrant chez lui. Il avait réfléchi à la manière de le dire sans que cela sonne comme de la pitié ou de la condescendance. Mais maintenant qu'il l'avait en face, avec cette posture de celle qui attend le coup, sans se plaindre, toutes les paroles préparées s'évanouirent. Alors il dit la vérité sans fioriture. Ce qui se passe dans cette maison n'est pas bien. Ce que Charlotte vous a fait n'est pas bien et je ne le permettrai plus. Annelise ne dit rien. Ses yeux, cependant, changèrent quelque chose de très profond, quelque chose de si petit qu'on le remarquait à peine. Mais qu'Antoine vit car il la regardait vraiment pour la première fois. « Votre emploi est sûr, » continua-t-il. « Plus que sûr. À partir d'aujourd'hui, votre salaire sera différent
et je demanderai à Charlotte de ne plus s'adresser à vous de cette manière. » Il fit une pause. « Si elle le fait, prévenez-moi. » Annelise baissa le regard. Quand elle le releva, ses yeux brillaient, mais elle ne pleura pas. Elle respira lentement et dit d'une voix qui sonnait toujours un peu plus petite quand elle lui parlait. « Monsieur, vraiment, vous ne devez pas vous déranger. Je comprends comment les choses fonctionnent. J'y suis habitué. » Ces 5 mots. J'y suis habitué. Atteignirent Antoine d'une manière inattendue, non comme une plainte, non comme un reproche, mais comme une simple description d'une réalité que cette femme avait acceptée comme faisant partie du marché, tout comme elle acceptait d'arriver à Sept, de frotter le marbre à genoux ou de rester silencieuse quand on lui criait dessus. « Eh bien, vous ne devriez pas l'être, » dit-il, et sa propre voix sonna différemment, plus ferme qu'il ne l'avait prévu. Cet après-midi-là, quand il récupéra les enfants à l'école, Antoine prit un détour qu'il n'avait pas prévu. « Où allons-nous, papa ?» demanda Basile. Depuis le siège arrière, regardant par la fenêtre comment la route s'éloignait d'Uccle pour faire quelques courses. Louis, qui avait la joue appuyée contre la vitre, leva les yeux. « Mimou va venir ? » ?»« Non, mon fils. Mais nous allons faire quelque chose pour elle. » Les enfants ne demandèrent plus, ils se regardèrent avec cette communication silencieuse qu'ont les frères, qui ont appris à se comprendre sans mots. Antoine emmena les enfants au centre commercial de Woluwe, à un magasin d'articles pour la maison qu'il connaissait bien, car Charlotte le fréquentait. Il acheta un bon chauffage électrique, le modèle que le vendeur lui recommanda pour les espaces humides, un jeu de couverture double, une lampe de chevet, une paire de draps en coton. Les enfants le suivaient dans les allées avec curiosité, touchant tout, demandant à qui était chaque chose. « C'est pour Annelise », disait Antoine. Et chaque fois qu'il le disait, Louis ouvrait un peu plus les yeux. Arrivé à la caisse, Basile tira sur sa manche. Antoine, raclement de gorge, se baissa. L'enfant le regarda très sérieusement et dit à voix basse comme s'il lui racontait un secret. « Papa, Mimou a froid la nuit. Louis me l'a dit. Qu'elle lui avait dit ?» Antoine hocha la tête. « Je sais, mon fils, c'est pour ça que nous sommes ici. » Basile hocha la tête aussi, avec cette solennité des enfants qui viennent de comprendre que les adultes font parfois ce qu'il faut. Le lendemain, Antoine arriva avant qu'Annelise ne parte. Il la trouva dans la cuisine rangeant ses affaires à la fin de son service, son sac en toile déjà sur l'épaule. « Annelise, pouvez-vous attendre un peu ?» Elle attendit debout près de la porte sans demander. Antoine sortit à la voiture et revint avec les sacs du magasin. Il les posa sur le comptoir de la cuisine. Elle les regarda sans comprendre. « C'est pour votre chambre, dit-il, pour que vous n'ayez pas froid. » Annelise ouvrit la bouche et la referma. Elle regarda les sacs, puis le regarda lui, et sur son visage passa quelque chose de compliqué. De la gratitude et de la honte mêlée, l'inconfort de celle qui ne sait pas comment recevoir quelque chose dont elle a besoin, mais qu'elle n'a pas demandé. « Monsieur, c'est trop. Vraiment, ce n'est pas trop, » l'interrompit Antoine sans brusquerie. « C'est le minimum, c'est que je ne me sens pas bien d'accepter. » Annelise. La voix d'Antoine était tranquille, mais ne laissait aucune place à la discussion. « Vous avez passé 3 ans à prendre soin de mes enfants mieux que quiconque dans cette maison. Mieux que moi. » Il fit une pause. « Laissez quelqu'un prendre soin de vous, ne serait-ce qu'un peu. » Annelise baissa le regard. Quand elle le releva, elle avait une larme qui n'était pas tombée, immobile au bord de l'œil, qu'elle essuya du revers de la main avant qu'elle ne soit trop visible. « Merci, monsieur, » dit-elle d'une voix très basse. « Vraiment. » Antoine hocha la tête et resta silencieux, car il n'y avait plus rien à dire, et parce que parfois le silence est la seule réponse qui respecte la dignité de quelqu'un. Dans les jours qui suivirent, Antoine agit sans faire de bruit. Il parla avec son avocat pour comprendre la situation professionnelle d'Annelise. 3 ans sans contrat formel, sans sécurité sociale, sans rien. Il lui demanda de régulariser la situation. L'avocat demanda s'il était sûr, car le faire rétroactivement était compliqué. Et Antoine répondit que oui, qu'il le fasse comme il voulait, qu'Annelise avait 3 ans de travail réel et que ces 3 ans méritaient d'être sur papier. Il parla aussi avec le directeur des ressources humaines de son entreprise, qui lui recommanda un service médical privé de niveau basique, qui ne coûtait pas une fortune et qui couvrait les consultations, les médicaments et les urgences. Il le contracta au nom d'Annelise Moral et d'une bénéficiaire supplémentaire, Sophia, 4 ans. Annelise apprit cette dernière chose un vendredi, quand Antoine lui remit en main propre les documents de l'assurance médicale avec son nom imprimé. Elle les prit, les regarda et ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis, elle regarda Antoine avec cette expression qu'ont les gens quand quelque chose les surprend dans un endroit où ils avaient cessé d'attendre des surprises. « Ma mère est malade,
dit-elle finalement d'une voix posée. Elle a besoin de médicaments que je ne peux pas payer tous les mois. L'assurance les couvre, dit Antoine. Annelise hocha la tête lentement. Ses lèvres se serrèrent un instant, comme si elle choisissait très soigneusement ce qu'elle allait dire. « Pourquoi faites-vous tout ça, monsieur ?» Antoine réfléchit à la bonne réponse. Il n'en trouva aucune qui fût suffisante. Alors il dit celle qui était vraie, même si elle était incomplète, parce que j'aurais dû le faire avant. Une semaine plus tard, un mercredi après-midi, Antoine arriva à temps pour voir quelque chose qui, normalement, était déjà terminé quand il apparaissait. Annelise était assise sur le tapis du salon avec Basile et Louis, les trois penchés sur un cahier à carreaux. Basile tenait un crayon et avait une expression de concentration totale. Annelise lui montrait quelque chose sur la page avec patience, lui expliquant quelque chose à voix basse. Louis était allongé sur son côté, les pieds nus en l'air, dessinant dans son propre cahier sans que personne ne lui demande rien. Antoine s'arrêta dans le couloir. Il n'entra pas. Il entendit la voix d'Annelise disant à Basile « Non, mon fils, regarde bien. Le 9 va ici, pas là. Tu vois, comme ça. » Et Basile répondit par un ah de celui qui vient de comprendre quelque chose. Ce sont spécifiques que font les enfants quand le monde s'organise un peu pour eux. Louis leva les yeux de son cahier, vit son papa dans le couloir et sourit. Il ne dit rien, juste sourit avec cette naturalité des enfants qui vont bien, qui sont à leur place, qui n'ont besoin de rien d'autre à ce moment-là. Antoine leva la main dans un petit salut, puis fit demi-tour et alla à la cuisine se préparer un café, parce que ce qu'il avait vu n'avait pas besoin d'être interrompu. C'est en attendant que le café coule qu'il se rendit compte de quelque chose qu'il n'avait pas nommé depuis des jours. Ses enfants allaient bien, non seulement bien, ils étaient tranquilles. Cette tension qu'il avait commencé à remarquer chez Louis, cette façon de se recroqueviller que l'enfant avait quand Charlotte élevait la voix, avait cédé la semaine dernière. Basile avait recommencé à parler au dîner. Des petites choses, oui, mais petites et réelles, et tout cela portait le nom d'une seule personne. Antoine prit son café, debout près de la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin illuminé de l'après-midi, et pensa qu'il avait 42 ans dans ce monde à construire des choses, négocier des terrains, ériger des bâtiments qui portaient son nom en lettres de métal, et qu'aucune de ces choses ne s'était sentie aussi concrète, aussi nécessaire, aussi réelle que ce qui se passait sur le tapis de son salon en ce moment. La seule ombre qui traversa cette pensée fut Charlotte. Charlotte, qui cet après-midi-là était rentrée du club les lèvres serrées et était passée devant le salon sans s'arrêter, regardant du coin de l'œil Annelise avec les enfants avec cette expression qu'Antoine avait déjà appris à reconnaître. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus froid que la colère. C'était le genre de regard qui fait l'inventaire avant d'agir. Antoine le remarqua et garda la pensée quelque part où il pourrait la retrouver quand il en aurait besoin, parce que quelque chose lui disait qu'il en aurait bientôt besoin. Les choses ne changent pas d'un coup. Elles changent petit à petit, en silence, dans les petits espaces que personne ne remarque, jusqu'à ce qu'un jour on se retourne et que l'endroit que l'on connaissait ne ressemble plus à ce qu'il était. C'est ainsi que cette maison changea. Le premier mardi du nouveau mois, Antoine arriva à 18 avec un sac du magasin de fournitures scolaires. Il entra dans la cuisine et le posa sur le comptoir. Annelise le regarda depuis l'évier, les mains encore dans l'eau savonneuse. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» Un livre d'activités pour Basile et un de lettres pour Louis. Antoine sortit les deux cahiers et les posa sur le comptoir. J'ai demandé à Madame Lennert ce dont ils avaient besoin et elle m'a dit ça. Annelise s'essuya les mains avec le torchon de son tablier et s'approcha. Elle prit le cahier de Louis avec précaution, l'ouvrit, tourna les pages lentement. Ses yeux s'arrêtèrent sur l'une des feuilles, celle avec les grandes lettres colorées, et sur son visage passa quelque chose qui n'était pas exactement de la tristesse, mais qui y ressemblait, quelque chose qui ressemblait davantage à penser à tout le temps que ce cahier aurait dû exister avant. « Je montre à Louis ces lettres le soir », dit-elle sans lever les yeux de la page. « Ici, dans la cuisine pendant que j'attends qu'il s'endorme. » Antoine ne dit rien. « Il aime beaucoup les livres », continua Annelise à voix basse. « Je leur invente des histoires quand il n'y a pas de livres, des histoires d'animaux, de lieux que je ne connais pas non plus. » Elle referma le cahier avec douceur, le posa sur le comptoir, et finalement le regarda. « C'est un enfant très intelligent, monsieur. Les deux le sont. »« Je sais, » dit Antoine. Et c'était vrai, même s'il ne le savait vraiment que depuis peu. Cette nuit-là, quand Antoine apporta le nouveau cahier à Louis avant de dormir, l'enfant l'ouvrit et le sentit. Directement, le nez dans les pages, fermant les yeux. Antoine l'observa sans bouger, sans comprendre exactement ce qu'il voyait. Puis Louis leva les yeux et dit avec une totale gravité «
Ça sent le neuf, papa, comme les choses qui n'ont pas encore été utilisées. Antoine hocha la tête. Exactement ça. Mimou dit que les choses nouvelles sentent les possibilités. Il le dit avec la prononciation soignée de celui qui répète une phrase qui n'est pas la sienne, mais qu'il veut s'approprier. Je ne sais pas ce que sont les possibilités, mais j'aime leur odeur. Antoine resta assis sur le bord du lit de Louis bien plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Un samedi de ce mois, sans l'avoir planifié à l'avance, Antoine prit le petit déjeuner avec les enfants pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. Annelise avait préparé des œufs brouillés, du bacon et des gaufres faites maison. Et l'odeur de tout cela ensemble emplit la cuisine d'une manière inattendue pour Antoine. Une odeur qui lui parvint d'un endroit très profond, comme si elle lui rappelait quelque chose qu'il ne savait pas avoir oublié. Il s'assit avec les enfants à la table du petit déjeuner, la petite table près de la fenêtre qui donnait sur le jardin, pas la grande table en marbre de la salle à manger qu'ils utilisaient quand il y avait des invités. Basile le regarda quand il s'assit, comme s'il évaluait si c'était quelque chose qui allait durer ou quelque chose qui allait être interrompu au bout de 5 minutes par un appel du travail. Antoine posa son téléphone sur le comptoir, face cachée. Quelque chose dans les épaules de Basile se relâcha. Annelise le servit et s'apprêtait à se retirer comme elle le faisait toujours, comme si sa présence dans cet espace était un excès que personne n'avait demandé. Mais Louis, qui tartinait du beurre sur sa gaufre avec une concentration absolue, leva les yeux et dit « Mimou, asseyez-vous avec nous ». Annelise hésita. Elle regarda Antoine brièvement. « Asseyez-vous » dit-il sans emphase, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle s'assit sur le bord de la chaise la plus proche, avec cette manière d'occuper le moins d'espace possible qu'Antoine avait appris à reconnaître comme le résultat d'années de messages qui lui disaient que sa place n'était pas là, mais elle s'assit et les quatre prirent le petit déjeuner ensemble avec le soleil du matin. Entrant par la fenêtre et Basile racontant quelque chose qui s'était passé à la récréation, avec une énergie qu'Antoine ne lui connaissait presque pas, tandis que Louis mordait sa gaufre, les yeux plissés de satisfaction. Ce fut Basile qui, au milieu de son histoire, s'arrêta soudainement et regarda Annelise avec un sérieux soudain. « Mimou, vous avez une maman ?» Annelise sourit de côté, ce sourire à elle qui n'était jamais entier. « Oui, mon fils. Ma maman s'appelle Hélène. Et vous la voyez souvent ?»« Quand je peux. » Basile traita cela un instant. « Et vous avez des frères et sœurs ?»« J'avais un frère. Il n'est plus là. » L'enfant hocha la tête avec la gravité des enfants qui acceptent les choses difficiles sans les comprendre tout à fait. « Il vous manque ?» « Tous les jours. » Il y eut un doux silence. Louis continua de manger. Le soleil continua d'entrer. Antoine prit son café et pensa qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait pris le petit déjeuner à cette table, ni combien de ces matins Annelise avait préparé tout cela sans qu'il n'apparaisse pour le manger. C'est dans ces jours qu'Antoine trouva le cahier. Il le trouva par accident un jeudi après-midi, quand Annelise allait chercher les enfants à l'école et qu'il cherchait sur l'étagère de la cuisine le numéro de téléphone du technicien de la chaudière. Le petit cahier était entre un vieil agenda et un livre de recettes que personne n'utilisait. Un cahier à spirale à carreaux fins, avec la couverture en carton usée au coin. Il le prit sans réfléchir, l'ouvrit. La première page avait une date d'il y a près de 2 ans et demi, et en dessous de la date, une liste en écriture serrée et soignée. Ce que Basile aime, ce qui fait peur à Louis, ce qu'il a demandé pour son anniversaire, sa chanson préférée pour dormir. Antoine tourna les pages doucement. Il y avait des listes de tout. Les médicaments que Louis avait pris quand il avait eu une bronchite en avril de l'année dernière avec les doses et les horaires qu'Annelise avait notés pour ne pas se tromper, les mots en néerlandais que Basile devait apprendre pour sa classe et que personne d'autre n'avait le temps de lui enseigner. Les noms des amis de l'école de chaque enfant avec de brèves observations à côté. Simon, celui qui se bat beaucoup, Basile ne l'aime pas. Zoé, la meilleure amie de Louis, a un lapin chez elle. Et à la fin du cahier, collé avec du ruban adhésif qui avait déjà jauni, 2 dessins qu'il reconnut immédiatement. Ces gribouillis d'enfants au crayon de couleur, ce type de dessin que les enfants font quand ils veulent offrir quelque chose qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Sur le premier, la lettre irrégulière de Basile en haut. Pour Mimou, avec beaucoup d'amour. Sur le second, où Louis avait dessiné ce qui semblait être 4 personnes se tenant la main, en dessous il était écrit, avec l'aide d'Annelise pour l'orthographe, ma famille. Antoine resta debout dans la cuisine, avec le cahier ouvert sur ce dessin. 4 personnes se tenant la main, 2 petits-enfants, un homme en cravate, une femme en tablier. Sa famille, selon Louis, il referma le cahier avec précaution, le remit exactement là où il l'avait trouvé,
et sortit de la cuisine. Il alla à son bureau, ferma la porte et s'assit sur le fauteuil près de la fenêtre pendant un bon moment sans allumer l'ordinateur ni consulter son téléphone. Il pensa aux 3 ans, à tout ce que ce cahier avait enregistré en silence, à la femme qu'il avait remplie page par page seule, sans que personne ne le lui demande, sans que personne ne le sache, sans que personne ne la remercie. Et puis il pensa à lui, aux 42 ans qu'il avait passés dans ce monde, à construire des choses visibles, des choses qui avaient une direction et une façade et un prix au mètre carré, et qu'il n'avait jamais su construire la seule chose qui n'a ni plan ni budget. Un mercredi, pendant que les enfants dormaient et que Charlotte était à un dîner de travail auquel Antoine avait cessé d'assister, il trouva Annelise dans la cuisine préparant le lunch du lendemain avec la même méticulosité que toujours. Il resta sur le seuil un instant, puis entra et s'assit sur le tabouret du comptoir. « Vous avez toujours voulu être infirmière ?» demanda-t-il, sans que cela vienne à propos de quoi que ce soit. Annelise le regarda du coin de l'œil en coupant une carotte. « Comment savez-vous cela? Vous l'avez mentionné une fois, que vous aviez étudié quelque chose comme ça. » Elle hocha la tête lentement sans cesser de couper. 2 semestres de technicienne en soins infirmiers à l'école de promotion sociale de Charleroi quand j'avais 20 ans. Une pause. Puis ma mère est tombée malade et j'ai dû arrêter et je n'ai pas pu y retourner. Ensuite, Sophia est arrivée. Elle le dit sans amertume, comme un simple fait, comme quelqu'un qui décrit le temps. Les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Pas toujours comme on veut, mais elles s'arrangent. Antoine, raclement de gorge, observa ses mains pendant qu'elle coupait la carotte en lanières égales, rapides, sans hésitation. « Aimeriez-vous encore finir ?» Annelise ne répondit pas immédiatement, elle continua de couper. Puis elle dit avec cette voix qu'elle utilisait quand elle disait des choses qui lui étaient difficiles de dire, « Parfois oui, j'y pense. Je ne suis plus si jeune, mais parfois. Ah oui, vous n'avez pas encore 40 ans. Vous avez raison. » Il fit une pause. Mais la vie n'attend pas toujours qu'on soit prêt pour ce qu'on veut. Antoine ne répondit pas, mais quelque chose de cette phrase lui resta collé à un endroit qu'il ne sut nommer à ce moment-là. Avant qu'Annelise ne parte cette nuit-là, Antoine l'appela depuis le couloir. Elle s'arrêta près de la porte, son sac à la main. « Annelise, si vous vouliez étudier le soir, je m'occuperai des enfants. Vous n'avez pas à me le demander, juste à me prévenir. » Annelise le regarda pendant 1 seconde qui dura plus qu'1 seconde. Puis elle hocha la tête. « Merci, monsieur. » Et elle sortit. Antoine resta dans le couloir vide et pensa que cette femme avait passé 3 ans à dire merci à une maison qui ne le méritait presque jamais. Ce fut Basile qui, sans le savoir, marqua le moment exact où tout devint impossible à ignorer. C'était un vendredi après-midi, cette heure dorée où le soleil de Bruxelles tombe de côté et teint tout d'orange. Antoine était rentré tôt de nouveau, chose qui était devenue une habitude sans qu'il l'ait consciemment décidé. Il trouva Basile sur le canapé du salon, avec un livre de contes dans les mains, lisant à voix basse pour lui-même, les sourcils froncés de celui qui travaille dur sur quelque chose de difficile. Il s'assit à côté de lui. Basile continua à lire sans lever les yeux. Puis il s'arrêta sur un mot et dit « Papa, qu'est-ce que mélancolique ?» Antoine réfléchit un moment. « C'est quand tu regrettes quelque chose, mais tu n'es pas très sûr de quoi. » Basile hocha la tête, répéta le mot lentement et continua à lire. Antoine resta là sans rien faire, regardant son fils de 6 ans lire et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il mit un moment à le reconnaître. La paix, simple et sans fioriture. Puis Basile ferma le livre et le regarda. Il avait cette expression qu'il mettait parfois, celle des questions qu'il gardait depuis un moment. « Papa, tu aimes Mimou ?» Antoine le regarda. « Pourquoi me demandes-tu ça ?»« Parce que maman ne l'aime pas. » Il le dit sans cruauté, comme une observation. Et moi, je l'aime. Et Louis aussi. Et je veux savoir si toi aussi. Antoine choisit les mots avec soin. Annelise est une très bonne personne, Basile. Et les bonnes personnes méritent qu'on les aime. Basile traita cela pendant 1 seconde. Puis il hocha la tête avec cette solennité qui lui était propre et rouvrit le livre, satisfait, comme si la conversation s'était conclue exactement là où elle devait se conclure. Antoine resta immobile à ses côtés, regardant le profil de son fils pendant qu'il lisait, et sut à ce moment-là quelque chose qui s'était construit en silence pendant des semaines, que ce qu'il y avait dans cette maison, ce qu'Annelise avait construit en 3 ans de mardi, mercredi et jeudi, sans que personne ne la remercie, était quelque chose qui valait trop cher pour être perdu et que Charlotte le savait. Le message texte arriva cette même nuit à 22h15, quand Antoine était déjà au lit. C'était de son beau-père, Monsieur Dubois. Il disait sans préambule, « Antoine,
nous devons parler. Il y a des choses dans ta maison qui ne vont pas. Demain, je t'appelle. » Antoine lut le message 2 fois, le laissa sur la table de chevet, éteignit la lumière, mais ne dormit pas. L'appel de M. Dubois arriva un samedi matin, ponctuel comme une facture impayée. Antoine y répondit depuis son bureau, debout devant la fenêtre, le café encore fumant à la main. Il écouta, parla peu, raccrocha, puis resta debout un moment à regarder le jardin où Basile poursuivait Louis autour du frêne, les deux riant de ce rire qu'on aime entendre parce qu'il n'a aucune raison particulière d'exister, il existe juste. L'après-midi, les beaux-parents arrivèrent à 18. Charlotte les reçut dans le salon avec ce sourire à elle qu'Antoine savait déjà distinguer de l'autre, celui qui n'atteignait pas les yeux. Monsieur Dubois s'assit sur le grand fauteuil avec la formalité de celui qui arrive à une réunion d'affaires. Madame Dubois s'assit à côté de sa fille et lui posa une main sur le bras. Anne-Élise, qui était dans la cuisine préparant le dîner, ne savait rien de ce qui était sur le point de se passer. Antoine s'assit en face de ses beaux-parents et attendit. Monsieur Dubois fut direct comme toujours. « Antoine, Charlotte nous a raconté ce qui se passe dans cette maison, l'histoire du contrat, l'assurance médicale, les changements d'horaire. Il fit une pause calculée. Nous comprenons que tu es généreux, mais il y a des limites, mon garçon. Il y a des manières, et cet employé occupe une place qui ne lui correspond pas. » « Quelle place est-ce » demanda Antoine d'une voix tranquille. Madame Dubois intervint avant que son mari ne réponde. « La place, l'affectif de tes enfants, Antoine. Les enfants l'appellent Mimou. Il s'asseye avec elle pour déjeuner. Elle les emmène à l'école. Ce n'est pas le travail d'une employée, c'est le travail d'une mère. Et leur mère est Charlotte. » Antoine regarda Charlotte. Elle soutint son regard sans cligner des yeux. « Charlotte, » dit-il à voix basse. « Quand as-tu emmené les enfants à l'école pour la dernière fois ?» Le silence qui suivit dura exactement assez longtemps pour être une réponse. Monsieur Dubois intervint de nouveau avec le ton de celui qui clôt un sujet. « Le fait est que la situation est devenue incontrôlable. Nous te demandons de mettre de l'ordre dans ta propre maison, que cette jeune femme reprenne la place qui lui revient, nettoyer, cuisiner et rien de plus. Et si elle ne peut pas le faire sans franchir ses limites, alors vaut-il mieux chercher quelqu'un qui le peut ?» Antoine ne répondit pas. Il les regarda tous les trois un par un, puis se leva. « Donnez-moi un instant. » Il alla à la cuisine. Anne-Élise était de dos, remuant quelque chose sur la cuisinière, son tablier mis et les cheveux attachés. Elle entendit ses pas et se retourna. Elle vit son visage et à cette seconde, sans qu'Antoine ne dise un mot, elle sut. « Il s'est passé quelque chose, monsieur ?» Antoine s'appuya sur le comptoir. « Mes beaux-parents sont ici. Charlotte leur a parlé des changements. » Il fit une pause. Il me demande de tout annuler. Anne-Élise hocha la tête lentement. Elle ne posa plus de questions. Elle resta silencieuse un instant, la cuillère à la main, fixant un point sur la cuisinière. Puis elle dit d'une voix très calme, « Monsieur, si cela pose problème, je comprends. Vraiment, je ne veux pas vous causer de difficultés avec votre famille. » Anne-Élise. « Non, sérieusement. » Sa voix ne trembla pas, mais quelque chose en elle s'était tassé vers l'intérieur, comme quand quelqu'un se prépare à recevoir quelque chose qu'il connaît déjà. « Vous avez été très bon avec moi avec tout ce qui concerne le contrat, l'assurance. Sophia est déjà allée chez le médecin 2 fois avec cette assurance, monsieur. Ma mère aussi. » Elle garda le silence un instant. « Si vous avez besoin que les choses redeviennent comme avant, je le comprends. Je ne vous en veux pas. » Antoine la regarda. « Vous êtes prête à revenir comme avant ?» Elle tarda à répondre. « Non, mais je suis prête à partir si cela vous aide plus. » Ces mots restèrent flottants dans la cuisine, comme quelque chose de trop lourd pour tomber d'un coup. Cette nuit-là, Antoine ne dormit plus. Le lendemain matin, Charlotte agit. Antoine n'était pas à la maison quand cela se passa. Il était à une réunion à Uccle qu'il ne put annuler. Il apprit ensuite par bribes, reconstituant ce qui s'était passé avec les fragments qui lui parvenaient. Charlotte avait appelé Anne-Élise dans le salon en présence de sa mère et lui avait parlé avec cette précision froide qu'elle utilisait quand elle avait déjà décidé quelque chose. Elle lui dit que sa présence dans la maison avait créé une situation insoutenable, que les enfants avaient une dépendance envers elle qui n'était pas saine, que si elle ne démissionnait pas volontairement, Charlotte parlerait avec son avocat des irrégularités dans la gestion du foyer qui pourraient affecter toute référence professionnelle future. Elle lui dit aussi, la regardant dans les yeux, qu'elle connaissait la plupart des familles d'Uccle et des environs, et que si Anne-Élise se montrait difficile, elle s'assurait qu'aucune de ces familles ne l'embaucherait. Anne-Élise écouta tout sans dire un seul mot. Elle se leva, prit son sac et partit avant la fin de son service. Antoine le sut quand il arriva et trouva la cuisine à moitié nettoyée,
et la note sur le comptoir écrite de la main soignée d'Annelise sur une feuille de cahier à carreaux. « Monsieur, merci pour tout. Ce fut un plaisir de travailler ici. » Ah, mais il la lut une fois, la plia, la rangea dans la poche de sa veste, monta les escaliers, trouva Louis dans le couloir de sa chambre, assis par terre, les jambes croisées, le nouveau cahier de lettres ouvert sur les genoux, mais sans rien écrire, juste regardant les pages. Quand il vit son papa, il ne dit rien, juste le regarda. « Où est Mimou, papa ?» Antoine s'agenouilla devant lui. « Elle est rentrée chez elle, mon fils. » Louis hocha la tête, baissa les yeux sur le cahier. « Elle reviendra demain ?» Antoine ne sut que répondre. Cette nuit-là, à 20 roches, Basile apparut à la porte de la chambre d'Antoine. Ses cheveux étaient en bataille d'avoir tenté de dormir sans y parvenir, et sur son visage, il y avait quelque chose qu'Antoine ne lui avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la peur exactement, c'était quelque chose qui ressemblait davantage à la tristesse de celui qui comprend déjà trop pour son âge. « Papa », dit Basile du seuil d'une voix ferme de celui qui avait répété cela, « tu ne peux pas rester silencieux. Mimou est la seule bonne chose que cette maison ait. » Antoine le regarda pendant une longue seconde, puis hocha la tête. « Tu as raison, mon fils. » Basile retourna dans sa chambre. Antoine resta assis sur le bord du lit dans l'obscurité pendant un moment qu'il ne sut mesurer. Puis il se leva, alla à son bureau et ouvrit l'ordinateur, non pour travailler, mais pour préparer ce qu'il allait dire le lendemain parce que Basile avait raison et qu'il avait trop longtemps eu les bonnes choses. Le lendemain matin, Antoine arriva avant que les enfants ne se réveillent. Charlotte était dans la cuisine avec une tasse de café, consultant son téléphone avec cette concentration qu'elle avait quand elle ne voulait regarder personne. Elle l'entendit entrer. Elle ne leva pas les yeux. « J'ai besoin que tu sois là à 10, » dit Antoine, en posant les clés sur le crochet près de la porte. « Appelle tes parents aussi, dis-leur de venir. » Charlotte leva les yeux. Pourquoi? Pour que cela soit clair devant tout le monde. Ils arrivèrent à 10h15. Monsieur Dubois avec son costume du dimanche, Madame Dubois avec cette expression de celle qui vient résoudre quelque chose qu'elle a déjà résolu. Charlotte les reçut dans le salon et ils s'assirent les trois ensemble comme la fois précédente, comme si la disposition des corps dans la pièce pouvait faire pencher la balance. Antoine entra avec une mince chemise, la posa sur la table basse sans l'ouvrir. « Je suis venu vous dire 3 choses, dit-il, debout sans s'asseoir. Les 3 sont définitives. Elles ne sont pas ouvertes à la discussion. » Monsieur Dubois ouvrit la bouche. Antoine leva une main lentement, avec un calme qui n'était pas de la froideur, mais quelque chose qui ressemblait davantage à la clarté de celui qui sait déjà exactement ce qu'il veut dire. Premièrement, Annelise Morals continue de travailler dans cette maison, avec son contrat, son assurance, ses horaires. Cela ne change pas. Il fit une pause. Deuxièmement, si Charlotte s'adresse de nouveau à elle de la manière dont elle l'a fait, ou la menace, ou apparaît dans son quartier pour la faire pression, je demanderai des mesures légales. J'ai des preuves de ce qui s'est passé, dit-il en désignant la chemise sans l'ouvrir. Il y a les dossiers médicaux de Louis, qui a développé un tableau d'anxiété ces derniers mois, le rapport de la psychologue de l'école sur le changement de comportement de Basile et une déclaration écrite de Madame Lenert sur les 2 réunions auxquelles Annelise est allée à votre place. Madame Dubois fit un mouvement de la main. Antoine, cela ne prouve pas. Je ne suis pas devant un tribunal, Hélène. Je suis chez moi. Et chez moi, ce que cette chemise me dit est suffisant. Charlotte n'avait rien dit. Elle avait les yeux fixés sur le bord de la table avec une quiétude qui n'était pas de la tranquillité, mais la quiétude de celle qui est en train de comprendre que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Antoine la regarda directement. Quand il parla, sa voix n'avait pas de rage. Elle avait quelque chose de pire, la sérénité d'une décision qui était déjà prise depuis longtemps et qui ne trouvait ses mots qu'à ce moment-là. Tu as géré cette maison comme si c'était une entreprise et que nous, qui y vivions, étions des actifs à gérer. Mais Basile et Louis ne sont pas des actifs, ce sont mes enfants. Et j'ai échoué avec eux parce que j'étais trop occupé à regarder ailleurs. Il fit une pause. C'est fini. Il annonça qu'il entamerait une procédure de séparation, qu'il demanderait la garde principale des enfants, qu'il baserait cette demande exactement sur ce qu'il avait dans cette chemise. Monsieur Dubois se leva. « Antoine, tu te laisses emporter par... »« Je me laisse emporter par mes enfants, » l'interrompit Antoine sans élever la voix. « Et si cela vous semble une erreur, c'est votre droit de le penser. » Aucun des 3 ne répondit. 1 heure plus tard, quand la maison était silencieuse et que la voiture des beaux-parents n'était plus à l'entrée, Antoine composa le numéro d'Annelise. Elle répondit à la 2e sonnerie avec cette voix prudente de celle qui attend une nouvelle et ne sait pas de quel genre. « Annelise,
Pouvez-vous venir » Il y eut une brève pause. « Il s'est passé quelque chose, monsieur ?»« Il s'est passé plusieurs choses. Mais ce que je dois vous dire, il est préférable de vous le dire en personne. » Elle arriva 40 minutes plus tard, avec son sac en toile et son uniforme, comme si elle venait travailler, bien que ce ne fût pas son tour. Antoine l'attendait dans la cuisine. Les enfants étaient dans le salon sans savoir exactement ce qui se passait, mais avec cette sensibilité des enfants qui perçoivent quand l'air d'une maison change. « Rangez votre sac », dit Antoine, quand il la vit entrer. « Vous n'allez nulle part. » Annelise resta debout près de la porte. Ses yeux le cherchèrent, essayant de comprendre. « J'ai parlé à Charlotte et à ses parents ce matin, » continua-t-il. « Votre emploi est sûr, votre contrat, votre assurance, tout. Et ce que Charlotte vous a fait ne se répétera pas. » Il fit une pause. « Je vous donne ma parole. » Annelise ne dit rien pendant un instant. Puis ses yeux se remplirent lentement, sans qu'elle puisse rien faire pour l'empêcher, et elle porta une main à sa bouche comme si elle voulait contenir quelque chose de trop grand pour l'espace de cette cuisine. Ce fut Louis qui les interrompit. Il était apparu sur le seuil de la cuisine sans faire de bruit, le cahier de lettres sous le bras. Et quand il vit Annelise là, les yeux brillants, il traversa la pièce en courant et se jeta dans son estomac, les bras ouverts, sans rien dire, juste s'accrochant comme si l'étreinte était la seule réponse qu'il avait besoin de donner. Annelise l'enveloppa de ses deux bras et ferma les yeux. Basile apparut derrière son frère, s'arrêta à l'entrée de la cuisine, regarda son papa, et pour la première fois depuis longtemps lui sourit vraiment. Non pas le geste mesuré des derniers mois, un sourire réel de ceux qui viennent seuls et ne demandent pas la permission. Antoine observa la scène d'où il était, avec le comptoir de marbre devant lui et la chemise déjà oubliée sur la table, et pensa qu'il avait construit des bâtiments dans 5 villes. Il avait négocié des contrats avec des gens qui ne connaissaient pas le mot non. Il était arrivé à 42 ans en croyant qu'il savait exactement comment fonctionnait le monde et que jamais dans sa vie il n'avait fait quelque chose d'aussi juste que ce qu'il avait fait ce matin-là. Un homme passa. Il passa de la manière dont les bonnes années passent, sans qu'on le remarque tout à fait, remplis de mardis et jeudis ordinaires, qui ne deviennent extraordinaires que lorsqu'on les regarde après coup. Annelise termina son premier semestre de technicienne en soins infirmiers à l'école de promotion sociale de Charleroi. Les mardis et jeudis soirs, Antoine arrivait à 18h30 et s'occupait des enfants sans qu'elle ait à demander quoi que ce soit. Elle partait le sac à dos sur l'épaule, parfois encore avec son tablier de maison car le temps ne suffisait pas pour se changer, et revenait à 22 avec des cahiers remplis de notes dans cette écriture petite et soignée qu'elle avait pour tout. Sophia, qui avait déjà 5 ans et les yeux exacts de sa mère, avait commencé la maternelle. La grand-mère Hélène, grâce aux médicaments de l'assurance, avait réussi à se stabiliser suffisamment pour prendre soin de la petite le matin. Les choses n'étaient pas devenues faciles, mais elles étaient devenues possibles. Louis eut 6 ans en mars. Il n'était pas allé en thérapie depuis 2 mois. La psychologue avait dit lors de la dernière séance que l'environnement stable était le meilleur traitement qu'un enfant pouvait recevoir et que Louis n'en avait plus besoin. Antoine rangea cette phrase quelque part où il range les choses qu'il ne veut pas oublier. Basile, quant à lui, remporta le premier prix du concours de rédaction de l'école le même mois. Le thème était libre. Il choisit d'écrire sur la personne la plus courageuse qu'il connaissait. Madame Leenaerts appela Antoine pour le lui raconter avant que l'enveloppe contenant le résultat n'arrive, car elle sentait qu'il était important qu'il le sache à l'avance. La personne la plus courageuse que Basile connaissait était Annelise. Il écrivit qu'elle était courageuse parce qu'elle ne se plaignait jamais, parce qu'elle arrivait toujours, même s'il pleuvait, parce qu'elle gardait leurs dessins dans un cahier, même si personne ne les lui demandait. Il écrivit avec cette écriture de 7 ans encore irrégulière que les braves ne portent pas toujours de cape. Parfois ils portent un tablier. Antoine lut la rédaction un après-midi dans le bureau, seul, la porte fermée. Il mit un moment à sortir. Un samedi d'avril, sans que personne ne le planifie, les 4 finirent dans le jardin de la maison. Annelise avait trouvé dans la buanderie 2 vieux bâtons de bambou et un rouleau de papier de soie que quelqu'un avait laissé oublier et avait proposé aux enfants de faire des cerfs-volants. Basile avait dit oui immédiatement. Louis avait demandé que le sien soit bleu. Antoine les trouva là, quand il sortit avec son café, les 3 penchés sur l'herbe avec les ciseaux et la colle. Annelise expliquant comment plier le papier pour qu'il résiste au vent, Louis avec la langue tirée de concentration. Basile essayant déjà d'attacher son fil avant que le cerf-volant ne soit prêt. Il s'assit sur l'herbe avec eux. Personne ne lui demanda pourquoi. Personne ne l'invita. Il restait simplement de la place et il l'occupa.
et cela fut suffisant. Après un moment, tandis que les enfants couraient dans le jardin tirant leur cerf-volant avec ce rire qui n'a d'autre origine que celle d'être bien, Annelise resta assise sur l'herbe à côté d'Antoine, les deux regardant vers le haut, où le papier bleu de Louis montait et descendait dans le vent de l'après-midi. « Comment va le semestre ?» demanda-t-il. « Bien, dit-elle. J'aime ça plus que je ne le croyais, et vous avez le temps. » Annelise sourit de côté. Ce sourire à elle qui allait déjà un peu plus loin qu'avant. Parfois non, mais c'est le mien. Le temps qui ne suffit pas, mais c'est le mien, est différent du temps qui reste et n'est pas le sien. Antoine ne répondit pas immédiatement. Il regarda le cerf-volant bleu se perdre un instant entre les nuages et réapparaître. Puis il dit à voix basse, presque pour lui-même, « Merci, Annelise. » Elle le regarda. « Pourquoi me remerciez-vous ? De les avoir pris en charge quand je ne pouvais pas. » Une pause, d'avoir continué à venir. Annelise tarda un instant. Puis elle regarda aussi vers le haut le cerf-volant bleu et dit « Vous aussi, vous avez continué à venir, monsieur. Seulement vous êtes arrivé après. » Louis, de l'autre côté du jardin, cria « Mimou, il monte plus haut. Lâche plus de fil, mon fils. » Et ainsi, dans ce jardin d'Uccle, un samedi d'avril, avec le soleil tombant de côté et deux cerfs-volants en papier se balançant sur Bruxelles, fut gardé tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit à voix haute. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, elles se vivent juste, elles se reconnaissent quand on les a déjà, et on les soigne après avoir été sur le point de les perdre. Et parfois, la personne qui vous enseigne le plus cela arrive dans votre vie, portant un sac en toile 6 jours par semaine à 7 heures du matin sans rien demander en retour, sans savoir encore qu'elle est en train de tout changer.